avec votre premier film, vous avez marqué euh, très très précisément et de façon spectaculaire. Je me souviens très bien de ce festival de Cannes où vous avez remporté la palme de la mise en scène. Et depuis, vous avez continué une carrière, une œuvre tout à fait remarquable. Mais est-ce que d'une certaine façon, avoir démarré aussi fort, avoir démarré avec un tel succès n'a pas été un handicap? Non, je ne crois pas. Non, non, j'étais très content. C'était effectivement un petit film à ce moment-là. C'était bon. Et il y avait une très bonne adéquation entre le scénario, Jean-Pierre Léaud. Il y a eu aussi que, vous savez, les journalistes, vous le savez professionnellement, aiment beaucoup grouper. Hein. Une dame écrit un roman, ça n'intéresse personne. Quatre dames écrivent un roman, alors ça y est, on peut dire sous la rubrique ouvrage de dames cette année. Bon, moins maintenant parce qu'il y a une protestation du féminisme, mais vous voyez, les journalistes ont besoin de grouper. Et il y a eu la coïncidence à Cannes en 59 du premier film d'Alain Resnais, Hiroshima mon amour, du film de Camus, Orfenegro, l'arrivée de Chabrol aussi avec le beau Serge Les Cousins. Donc on nous a groupés, on a inventé ce truc Nouvelle Vague. C'était pas une école, on n'a pas dit nous sommes la Nouvelle Vague, personne. C'est C'est François Giraud qui l'a dit. voilà, c'est une expression que François Giroud a inventée. Je crois même pas pour nous, pour simplement pour la jeunesse du moment. C'est ça, oui. Et donc ça, c'est l'ensemble, c'est le groupe qui a fait valeur d'événements à Cannes. Bon, le succès des 400 coups n'a pas absolument pas été un handicap parce qu'au contraire, ça m'a donné plusieurs années de liberté parce que le film suivant, Tiré sur le pianiste, a été un échec. Après, il y a eu Jules et Jim qui a bien remis les choses en place. Et puis après, ma foi, il y a eu alternance, pas régulière, non, mais enfin de films heureux, de films moins heureux. Et voilà, c'est le lot de tous les gens qui font quelque chose. Oui, le lot du cinéaste, c'est comme vous dites très bien dans un de vos livres, parce qu'il faut aussi signaler que François Truffaut écrit beaucoup. Je crois que vous avez écrit 8 livres finalement. Vous avez fait paraître 8 recueils. Oh, peut-être pas vrai, pas 8 vrais livres, parce qu'il y a là-dedans peut-être des scénarios qui se sont transformés en livres, mais enfin, j'ai publié effectivement des recueils d'articles, des réflexions sur le cinéma, des scénarios, oui. Donc le lot du cinéaste, vous dites dans un de vos livres qui s'appelle Les films de ma vie, que je recommande d'ailleurs à tous ceux qui aiment l'œuvre de Truffaut, vous dites l'épreuve du feu, c'est le jugement du public. La vraie épreuve du feu, Oui, vous il n'y êtes a en train de pas. la subir depuis maintenant 3 jours. Dans ce domaine, il n'y a pas d'œuvre sans jugement. Hein. Je me suis souvent posé la question de l'île déserte. Je me dis, est-ce que on continue à s'exprimer sur une île déserte? Est-ce qu'un peintre continuerait à peindre? Eh bien, je crois que même avec tout le matériel là à ma disposition sur l'île, je ne ferai pas un film s'il ne doit pas y avoir un public au bout. C'est un trajet. Vous savez, il y a des gens qui écrivent des livres et qui ne les publient pas, par exemple, qui les gardent dans leur armoire et qui ne sont pas tristes de ça, qui simplement ont écrit pour s'exprimer. C'est la plus belle façon de s'exprimer, là, parce qu'à ce moment-là, c'est un vrai besoin. Je crois que pour moi, le cinéma aussi est un vrai besoin, mais j'ai quand même besoin de savoir qu'au bout de ce tunnel que constitue la réalisation d'un film, il y a une ouverture vers la vie réelle qui est le public, qui va s'asseoir et qui va vous juger. Alors comment vous juge-t-il? Quelles sont les premières réactions sur la Chambre verte? Oh, elles sont bonnes au point de vue de la critique, ça. Alors, nous parlons des personnes qui n'ont pas payé leur place et qui ont vu le film en projection privée. Non, je suis content. C'est la meilleure critique, je crois, que j'ai depuis à peu près La Nuit américaine, depuis 4 ou 5 films. Le public, c'est encore trop tôt. Je sens que c'est un thème qui touche parce que je reçois des lettres déjà, alors que le film n'est sorti que depuis 2, 3 jours. Donc, j'ai l'impression que c'est un thème qui peut toucher les gens quelquefois dans leur biographie, leur affectivité. Vous êtes quand même face à une concurrence très forte, François Truffaut, cette semaine. Il y a d'autres films qui sont Ah, c'est sortis. normal, ouais. Il y a eu Un sale rêveur de Jean-Marie Perrier avec Jacques Dutronc. Je crois que Jacques Dutronc est un acteur qui vous Ah, intéresse. j'aimerais beaucoup, oui, j'aimerais beaucoup écrire pour lui, travailler avec lui, oui. Et puis il y a un film américain qui s'appelle Saturday Night Fever, La fièvre du samedi soir. Et vous m'en Oui, parlez régulièrement depuis quelques jours. oui, j'ai beaucoup aimé ce film, qui est une sorte qui est à la danse ce que Rocky était à la boxe. Et c'est un film très intéressant parce que il n'est parfait dans aucun domaine. Le scénario n'est pas parfait, ni la réalisation, ni rien. Et le charme est formidable. Et le charme que dégage le film. Et s'il y a une chose contre laquelle on ne peut rien, contre laquelle aucun critique, aucun chipoteur ne peut rien, c'est le charme. Quand une personne a du charme, vous lui pardonnez tout. Et ce film a un charme considérable. Le charme du film et le charme de l'acteur Travolta, qui est un garçon élancé, qui est filmé comme une femme un peu dans ce film. Il est filmé comme une fille. En tout cas, on a le même plaisir à le regarder que si on regardait une jolie fille. Et là aussi, c'est le charme qui désarme et qui fait qu'on est très content d'être là. Et je pense que les gens ont l'impression aussi de voir sur l'écran
quelqu'un qui est très proche d'eux ou des personnages qui sont très proches d'eux. Ils doivent se dire pendant qu'ils voient Saturday Night Fever, tiens, d'habitude les films sont consacrés à me montrer des gens exceptionnels. Bah là, cette fois-ci, nous sommes représentés sur l'écran. Et je crois qu'ils ont le droit de penser ça. Quand vous étiez critique, vous avez fait un ou deux portraits de remarquables de comédiens, comédiens américains, en particulier bien sûr Humphrey Bogart, lorsqu'il est mort. Je me souviens très bien de l'article que vous avez publié sur Bogart, et puis sur James Dean aussi. Est-ce que John Travolta, donc le héros de Saturday Night Fever, dont on parle beaucoup en ce moment, et qui déjà aux États-Unis est une véritable star, en un film il s'est imposé de façon extraordinaire, est-ce que vous pouvez, vous, retrouver un instant votre position de critique et classer Travolta dans une catégorie X ou Y de comédien américain? Il me fait penser à aucun autre. Il est faussement beau, hein. Il correspond à l'idée de... Il n'est pas réellement beau. Et curieusement, il a deux profils. Il a un profil très noble et un qui est très veule, qui est très mou. Mais il donne une impression de beauté. C'est plus important, je ne sais pas. Et surtout, il donne l'impression d'appartenir à la vie réelle. On croit énormément à son personnage dans le film. Il a peut-être plus de métier qu'il ne semble, hein. Je crois quand même il joue le rôle d'un garçon de 19 ans qui ne s'intéresse pas beaucoup à son travail. Il est vendeur dans une quincaillerie et il vit pour aller danser avec les copains le samedi. C'est ça le film, hein. C'est le premier film disco. Je suis pas un amateur de ce genre de choses, hein, en principe, des choses disco. Mais j'ai subi vraiment le charme du film. Et Travolta, je crois qu'on va entendre parler de lui. On écrit déjà actuellement le 3e épisode du Parrain, sur mesure pour lui. Il sera la vedette, il est d'origine italienne, c'est pas négligeable aussi. Il y a beaucoup d'acteurs italiens parmi les acteurs à la mode en Amérique, comme Al Pacino et tout ça. Et voilà, donc il sera le parrain numéro 3. Alors François Truffaut, la dernière page de ce journal inattendu, il faut reparler un peu de ce film, La Chambre verte. Vous avez cité souvent une phrase d'Ingmar Bergman qui dit « Il faut tourner chaque film comme si c'était le dernier ». J'imagine et j'espère que ce film-là n'est pas le dernier, puisque je crois même qu'il y en a déjà un autre qui est en route, qui s'appelle L'amour en fuite. C'est ça, avec Jean-Pierre Léaud, qu'on retrouvera dans son personnage d'Antoine Doinel, qu'il a tenu déjà justement dans Les 400 coups, dans Baiser volé et Domicile conjugal. Mais tout de même, il est vrai que quand on voit La Chambre verte, dont encore une fois je recommande très chaleureusement qu'on aille le voir, car je trouve que c'est un de vos films les plus graves, les plus simples, les plus beaux et en même temps les plus audacieux. Il est vrai qu'on a l'impression que c'est presque une sorte de testament cinématographique. Est-ce que je me trompe? Non, c'est pas un testament, c'est à cause du sujet. Ce qui est vrai, c'est que peut-être il marque la fin d'une sorte de cycle, si vous voulez, dans lequel il y aurait les deux Anglaises et le continent, dans lequel il y aurait Adèle H, dans lequel il y a des bougies, dans lequel l'amour est montré d'une façon un petit peu majestueuse et un peu solennelle, vous voyez, des personnages jusqu'au boutiste, disons. C'est une chose qui m'a plu à faire, et là, évidemment, comme je suis allé un peu au bout de ça, au comble de ça, peut-être que je partirai maintenant dans d'autres directions. Donc c'est plutôt la fin d'une période qu'un film testament. Un homme que vous avez beaucoup aimé et avec qui vous avez beaucoup travaillé, je crois Roberto Rossellini, disait « Je ne crois pas qu'un fait artistique soit un fait artistique accompli s'il n'y a pas de la tendresse ». Vous pouvez ridiculiser quelqu'un et en même temps avoir de la tendresse. Vous pouvez même le traiter de façon apparemment très cruelle. La tendresse, c'est la vraie position morale. Est-ce qu'on peut, à 13h59, une minute avant la fin de ce journal inattendu, dire François Truffaut, auteur de 20 films, dont Les 400 coups bien sûr, et aujourd'hui La Chambre verte, que la tendresse est votre position morale? Oui, je ne le dirais peut-être pas dans les mêmes termes que Roberto Rossellini, mais je pense qu'il a raison. Je pense qu'il a raison, que les vraies choses, que on peut dire aussi la phrase de Pascal, ce qui intéresse l'homme, c'est l'homme. Et je ne suis pas intéressé par la violence qu'on a dans les films d'aujourd'hui, surtout quand elle est extérieure. Je ne suis pas intéressé de filmer des gens qui se donnent des coups de pied ou qui se battent. Mais je crois qu'il y a évidemment une violence des sentiments en nous, une violence intérieure, une violence des déchirements affectifs quand nous sommes séparés des personnes que nous aimons. Et c'est cette violence intérieure, cette violence affective que j'essaie de montrer de film en film. François Truffaut, donc, pour son dernier métro, qui, sorti à Paris il y a à peine 8 jours, recueille l'unanimité, ce qui est rare toujours, et des critiques et du grand public. Vous avez François Truffaut fait, comme on dit vulgairement, en 8 jours 126 479 fauteuils. C'est un résultat qui comble vos espérances. Mais oui, je suis très content, mais j'espère que je pourrai faire d'autres films et que j'aurai de temps en temps des échecs, parce que c'est un métier dans lequel il faut des
des réussites pour ne pas devenir aigri, et puis il faut des échecs aussi pour ne pas devenir prétentieux. Vous n'êtes ni aigri ni prétentieux, car je crois que vous avez eu votre part de succès, il n'y a aucun doute, pas seulement avec le dernier métro, les 400 coups, la nuit américaine et autres Jules et Jim, mais vous avez eu aussi parfois votre part, disons, d'incompréhension. Certains de vos films n'ont pas toujours été très bien reçus. Oui, mais c'est normal. Enfin, un succès, c'est une coïncidence. C'est une coïncidence entre les préoccupations qu'on a et puis l'intérêt que le public a à ce moment-là d'entrer ou non dans ces préoccupations-là. C'est pas très, très grave. Le dernier métro avec, signalons-le tout de même, Gérard Depardieu, Catherine Deneuve, Jean Poiret, Sabine Audepin et un certain nombre de grands comédiens. Andrea Ferréol. Les comédiens. Jean-Louis Richard qui joue un rôle remarquable et très important d'un critique particulièrement nocif. C'est le méchant. Que j'ai connu. Vous l'avez connu, le vrai. Je l'ai redouté. François Perrier, vous l'avez connu. Je n'avais pas de relation avec lui. Je l'ai connu et on craignait son papier. On peut le nommer, c'était Alain Lobreau. Vous connaissiez sa tête quand il arrivait au théâtre? Bien sûr, on connaissait tous sa tête, on le savait. Il avait d'ailleurs, il faut reconnaître, il faut savoir aussi reconnaître il avait une plume. Oui. C'était un pamphlétaire. Oui. Il avait un style un peu Henri Béraud, un peu. C'était un homme qui n'était pas sans talent, mais qui était redoutable. Donc Jean-Louis Richard, dans ce rôle d'un homme qui a véritablement existé pendant l'occupation, authentifie un peu plus le film et la recherche, comme on dit, les travaux de documentation qui ont été faits pour que ce film ait une apparence de réalité. Ah oui, pour vous, c'est authentique. C'est parfait. Le moindre détail. À chaque fois, je me disais, mais oui, c'est vrai, je pensais plus à ça, je me souvenais plus de ça. Ça, à ce point de vue-là, c'est prodigieux. Alors il y a un détail. C'est pas agressif du tout. C'est ça, c'est-à-dire qu'on n'insiste pas sur ces détails, ils passent. Il y a tout de même un détail qui semble, François Truffaut, avoir frappé beaucoup de gens, parce qu'en préparant ce journal ce matin, simplement ici dans la rédaction d'RTL, il y a 3 de mes confrères qui sont venus m'en parler. C'est ce pompier de théâtre, puisque chacun sait que dans les théâtres, il y a toujours 1 ou 2 pompiers de service, qui est dans les coulisses, pardon, et qui, sur son blouson de cuir noir de pompier, a une étoile jaune. Alors, ça a frappé beaucoup de gens. On n'a pas l'air de croire que ça a pu avoir eu lieu. C'est un détail absolument authentique que j'ai trouvé dans les livres aussi de l'époque. Je pense qu'Amouroux en parle dans sa série. Il y avait 25 pompiers juifs à Paris. Leur colonel avait demandé à la préfecture de police ou la préfecture de la Seine qu'ils soient dispensés du port de l'étoile jaune. Et la réponse avait été non. Ils continueront leur métier, mais ils doivent porter l'étoile jaune. Donc ces 25 pompiers juifs existaient avec l'étoile jaune. C'est un détail absolument réel. Il faut rappeler que les professions libérales étaient interdites aux juifs, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le droit d'être acteurs. Il fallait donc un certificat d'arianité pour pouvoir travailler. C'est d'ailleurs à cette époque-là qu'on a inventé ce qui est devenu le CNC, le Centre national du cinéma, parce qu'avant la guerre, l'organisation du cinéma, du théâtre était complètement anarchique. Il n'y avait même pas les billets numérotés à l'entrée des cinémas quand on achetait sa place. Donc c'est de là qu'est partie cette organisation. Mais il y a certains métiers reconnus d'utilité publique que les Juifs avaient le droit d'exercer. Donc c'est tout à fait authentique. Absolument authentique. Et sur tous ces détails-là, aussi bien les machinistes qui font du vélo pour alimenter la lumière que François Perrier donc authentifie. Vous avez fait avec votre scénariste Suzanne Schiffman un long travail de recherche. Ça vous a pris du temps, vous avez lu beaucoup de livres. Beaucoup de livres, beaucoup de livres, mais avec un grand plaisir puisque ces livres-là me passionnent. Je crois que l'idée remonte à peu près au moment, il y a 5 ans, quand Jean Marais a publié son livre, parce que je l'ai trouvé d'une franchise extraordinaire, un très beau livre, et tous les 2 chapitres sur l'occupation m'avaient passionné. Et à partir de là, je suis parti à la recherche de livres qui sont vraiment introuvables aujourd'hui, mais qui ont été publiés dans les années tout de suite après la libération. Par exemple, Corinne Luchaire, qui était la fille de Jean Luchaire, qui a été fusillé, avait écrit une autobiographie qui n'est malheureusement pas très sincère, mais qui est quand même très intéressante. Il y avait le livre d'Alice Cossea, il y avait les livres de Simone Berriot, il y a beaucoup de livres sur cette période, et il y en aura évidemment de plus en plus. Je crois qu'ils seront d'ailleurs qu'ils seront meilleurs maintenant, parce que en vieillissant, on a tendance à être de plus en plus franc. On se dit après tout, on n'en a rien à faire et on dit des choses plus intéressantes que ce qu'on a dit dans les années qui ont suivi immédiatement la libération, je crois. Et puis peut-être tout de même aussi que la conscience universelle générale en France sur l'occupation se libère aussi. Ça se libère parce que pendant longtemps, effectivement, il fallait en parler en termes héroïques comme de la bataille du Rail, ou bien faire croire que toute la France avait résisté, ou bien d'une façon un peu mélodramatique. Il y a eu ce grand choc du chagrin et la pitié quand même, il faut le dire. C'est un film qui a été très important, qui a été controversé, pas toujours avec bonne foi, parce qu'il choquait beaucoup de gens, mais je pense que pour l'essentiel, il était vrai, justement, sur ce que François Perrier disait tout à l'heure de cette France majoritaire qui a attendu que ça se passe.
Et c'est à partir du Chagrin et la pitié qu'on a reconnu que c'était ça, la majorité de la France qui avait attendu. Et depuis, je pense, depuis Chagrin et la pitié, on parle plus librement de cette période, oui. Il y a un détail qui m'a touché particulièrement, c'est le moment où Catherine Deneuve ferme sa porte à l'hôtel et glisse au bas de sa porte, dispose au bas de sa porte un petit boudin pour empêcher le froid. Voilà, c'est ça. Et elle met son manteau sur le lit. Ce sont des choses qu'on faisait. C'était absolument extraordinaire, extraordinaire. Oui. Il faut dire d'ailleurs que Catherine Deneuve est remarquable, et Depardieu aussi. On va en parler un peu plus tard. Il faut dire aussi que c'est une merveilleuse histoire d'amour. Oui. Mais c'est peut-être une des raisons qui font que le dernier métro captive autant les spectateurs. C'est pas simplement l'occupation. Vous n'avez pas raconté d'ailleurs l'occupation. Vous avez fait un film sur le théâtre, François Truffaut. Je ne sais pas, c'est tout cela à la fois. C'est l'histoire d'amour, une femme entre deux hommes, c'est probablement le théâtre, c'est probablement l'occupation. Je pense qu'actuellement, comment dirais-je, le film m'échappe un peu parce que je suppose que son succès est extra-cinématographique, c'est-à-dire devient plutôt un peu social. Je pense quand même que c'est la période qui passionne, je crois. C'est une période sur laquelle on a envie d'avoir des informations. François Truffaut, vous connaissez cette musique que j'utilise pour le générique de mes journaux depuis quelque temps sur RTL. Ah oui, je l'entends toujours avec émotion, oui. C'est la musique de North by Northwest. Oui, c'est-à-dire La mort aux trousses d'Hitchcock. Et si j'en parle, c'est parce qu'il me semble que dans le dernier métro, il y a, bien que, encore une fois, ce soit un film sur les comédiens, la vie du théâtre, sur l'occupation et aussi une histoire d'amour, un amour désiré, attendu, qui ne se déclare que pratiquement en fin de film, entre Catherine Deneuve, Marion Stenner et Gérard Depardieu, Bernard Granger, il y a toujours une sorte d'élément de suspense. Je me trompe ou pas? Vous l'avez volontairement C'est une inquiétude, parce que le théâtre déjà est un lieu inquiétant. Il y a sûrement des souvenirs de jeunesse de ce merveilleux livre de Gaston Leroux, Le fantôme de l'opéra. Et il y a une ambiance qui est tendue, qui est avec une espèce de menace vague et quelquefois même des fausses pistes parce qu'il faut garder tout ça en instabilité. Alors certainement, mon amour, ma grande admiration pour Hitchcock m'aide dans ces cas-là à créer ce genre d'ambiance et à la tenir. Hitchcock a disparu il y a quelques mois seulement. Je me souviens, ce jour-là, j'ai essayé de vous trouver, François Truffaut. Vous étiez parti pour la Californie. Parce que vous avez écrit un livre, des entretiens avec Hitchcock, qui reste un livre de référence pour tous ceux qui aiment le cinéma, et pas seulement Hitchcock. Et par ailleurs, je sais que vous aviez un rapport presque filial entre Hitchcock et vous. C'était votre maître. Vous ne m'avez jamais fait l'hommage que j'attendais à Hitchcock. Comment ça, l'hommage? Oui, quand il a disparu, on vous a cherché. J'avais besoin d'une déclaration de Truffaut. Oui, je ne voulais pas faire déclaration. Je ne voulais pas faire déclaration parce que j'avais vu ces dernières années qui étaient très tristes. Vous savez, c'est un homme qui était mort pour moi 2 ou 3 ans avant la vraie date. C'est-à-dire que pour moi, il est mort le jour où on a compris qu'il ne pourrait plus tourner parce que c'était réellement sa vie. Et les 2-3 dernières années étaient tristes parce qu'il avait un scénario. Ce scénario nécessitait une grande partie du tournage en Finlande et c'était évident, d'après les docteurs, d'après tout le monde, il suffisait de voir que cet homme ne pouvait pas se rendre en Finlande. Alors autour de lui, on faisait semblant, on préparait le film, on faisait des storyboards, il y avait des décorateurs, il était tellement puissant et important à Los Angeles qu'il n'était pas question même de lui dire la vérité et tout le monde faisait semblant et même beaucoup d'argent était dépensé pour ce film dont beaucoup devinaient autour de lui qu'il ne se tournerait jamais. Est-ce que lui pensait qu'il le tournerait? Il voulait le penser. Il voulait le penser. Il voulait qu'on le pense. Oui, et c'était réellement triste. Quelle leçon, au jour d'aujourd'hui, avec le recul, d'abord dû à sa disparition et votre propre recul dans votre carrière, quelle leçon vous avez essentiellement tirée de vos conversations avec Hitchcock et de vos visions nombreuses de ses films? Vous savez, surtout, je ne sais pas, c'était surtout une leçon de travail parce que c'est un homme qui ne se permettait aucun écart, aucune distraction. Il était concentré sur le travail constamment et constamment insatisfait et aussi de s'intéresser à tous les aspects d'un film et chaque fois de tirer la leçon. Dans ce film-là, il y a ça et ça qui ne va pas, qu'on va essayer de corriger la prochaine fois. C'était un engagement, vous savez, c'était un engagement profond, total. Je n'ai jamais vu ça ailleurs. Si le cinéma était une religion, eh bien, il en était le pape parce que c'était un engagement, oui, quasiment religieux. Il n'y avait absolument rien d'autre qui comptait. Voilà, c'est ça qui m'a frappé chez lui. Et l'importance du récit. Il y a une histoire chez Hitchcock. En fait, c'est un conteur extraordinaire. Il me semble qu'une des forces du dernier métro, c'est que vous contez une histoire. Et je crois que vous êtes attaché. Non, c'est très différent parce que je fais beaucoup de digressions. Oui, mais vous êtes attaché au film romanesque.
Oui, c'est ça. Mais enfin, je désire beaucoup que les personnages soient vivants. Et il y a des moments où, pour que les personnages soient vivants, je suis prêt à arrêter un peu l'histoire. Vous voyez, le dernier métro, de temps en temps, ce sera peut-être un omnibus pour que les personnages soient vivants. Bon, avec Hitchcock, il n'y a pas d'omnibus. Ce doit être un train qui avance. Et quelquefois, lui, il est prêt à sacrifier la vérité du personnage. Il s'importe, il compte plus sur la force de la situation. Il a un besoin de paroxysme. Les fins d'Hitchcock sont célèbres parce que c'est toujours ce qu'il appelait le climax, le point climatique, et qui est toujours des choses endiablées comme ce manège qui tourne avec ces hommes suspendus dans le vide à la fin de l'Inconnu Nord Express. Non, Hitchcock, c'était plus tendu parce qu'il avait été formé par le muet et il voulait éventuellement qu'un film puisse presque se comprendre sans le secours des mots. Vous voyez, il rêvait d'être compris dans le monde entier, que ce soit des pays où on double ou des pays où on sous-titre. Et idéalement, il aimait à penser que si l'appareil sonore, la tête sonore tombait en panne, eh bien qu'on pouvait continuer à suivre son film visuellement. Ce qui a été le cas dans certains de ses films. Ce qui a été le cas très souvent dans Les Oiseaux. Je crois Oui. qu'il y a à peu près, il doit y avoir 1 heure de film sans dialogue. Oui, oui, oui. Et pour revenir à Hitchcock, tout de même, j'ai noté sous la plume de certains critiques qu'on mentionnait des regards à Hitchcock dans votre film. Donc vous me dites que le récit allait vite et qu'il ne s'arrêtait pas toujours au personnage, mais il y avait aussi, entre Ingrid Bergman et Cary Grant, dans certains grands films d'Hitchcock, entre Cary Grant et d'autres, il y avait ces moments où il ne se passe rien et en fait tout se passe. Des acteurs qui se regardent. C'est une stylisation, c'est d'empêcher les gens de faire des gestes brouillons. Vous savez, au théâtre aussi, je crois qu'on fait des gestes plus grands pour être vu au dernier rang du balcon. Au cinéma, selon qu'on est cadré plus ou moins près, on doit éviter de bouger les bras inutilement. Évidemment que je vais de plus en plus dans cette direction, c'est-à-dire une direction anti-documentaire, parce que j'ai peur d'ennuyer. Et chez Hitchcock, j'ai appris ça, je crois avoir appris des leçons pour faire en sorte de concentrer l'attention des gens et de ne pas ennuyer. Revenons aux comédiens quelques instants. Il y a dans le générique de ce film Catherine Deneuve et Gérard Depardieu, bien sûr, mais il y a aussi Jean Poiret qui fait un rôle de directeur de théâtre, et certains critiques, là encore, ou journalistes, ont mentionné que ça pouvait ressembler un peu à Sacha Guitry. Il y a une image guitriesque Oui, qui est... C'est quand on l'arrête. Voilà, les FFI viennent l'arrêter et il est en pyjama et robe de chambre, on le fait monter dans la Jeep. Mais la grande différence, à mon avis, entre le rôle que joue Jean Poiret dans Le Dernier Métro et Sacha Guitry, c'est que Jean Poiret joue un homme qui accepte un rôle modeste et ingrat. Vous voyez, il est le metteur en scène de remplacement. Le metteur en scène juif n'est pas là, il est caché, bon, et lui, il accepte de rendre service. C'est un brave type. Et c'est un type qui va être pris justement dans l'engrenage de la collaboration parce qu'il est un brave type. Et je crois que c'est arrivé à beaucoup de gens, vous voyez, parce qu'on ne sait pas dire non ou parce qu'on a mené une vie un peu mondaine avant-guerre, on vous invite à dîner, vous y allez parce que vous êtes entraîné à y aller, parce que vous y allez, vous rencontrez un Allemand, parce qu'on sait que vous avez rencontré un Allemand, On est compromis. On vous dit, mon neveu est au Stalag, est-ce que vous pouvez pas le faire revenir plus tôt? Voilà, je crois que c'est ça le personnage de Jean Poiret dans le film, c'est presque celui d'un collaborateur malgré lui. François Truffaut, Le Dernier Métro est un succès. Louis Malle sort Atlantic City, qui a eu un grand prix à Venise. Claude Chabrol sort Le Cheval d'Orgueil, dont tout le monde parle. Et on attend un Jean-Luc Godard, Sauf qui peut la vie, qui a déjà fait quelques bruits au Festival de Cannes. Voilà donc les 4 débutants d'il y a combien? Plus de 20 ans? 20 ans, oui. Un peu plus de 20 ans, ce qu'on a appelé la nouvelle vague, qui aujourd'hui sont quinquagénaires ou quasiment. L'un d'eux, à 48 ans, vient de se marier, Louis Malle, avec Candice Bergen, ce matin, près de Cahors. Quelle réflexion vous inspire cette convergence due au hasard de la production de vous 4? Oh oui, d'ailleurs, on pourrait dire aussi Romer, qui est en train de tourner un film. Pas de réflexion spéciale. Vous savez, ce sont toujours les journalistes qui nous ont groupés. Nous n'avons jamais formé un club, ni le hasard nous a fait commencer en même temps. Et je ne sais pas, je souhaiterais que nous ayons appliqué la belle devise de Gide, qui est trop belle d'ailleurs pour être vraie, parce qu'elle contredit le mouvement de la vie, mais enfin, qui était que chacun suive sa pente, pourvu que ce soit en remontant. Alors, est-ce que vous avez tous remonté? Ça, c'est pas à vous à répondre, mais François Truffaut, il me semble tout de même, vous dites, nous n'avons jamais formé un groupe à une époque où vous avez formé ce qu'on a pu appeler, entre guillemets, une école, c'est-à-dire que vous avez tous défendu un certain genre de cinéma, attaqué un certain autre genre. Vous aviez votre organe à travers lequel vous exprimiez les cahiers du cinéma. Exactement, oui. Alors, il faudrait ajouter Rivette dans ce cas-là aussi. Oui. Et Daniel Valcroze aussi. Voilà. Bon. Alors, vous étiez des critiques qui êtes devenus des metteurs en scène. Oui. Là, à l'époque, il y avait un front uni.
Un front uni, oui, mais enfin, c'est plus facile d'être uni en tant qu'aficionados, vous voyez. Je pense que dès qu'on fait les choses, les divergences deviennent plus importantes que les points communs. C'est normal d'aller chacun sur sa route, et à ce moment-là, je crois, oui, que les différences deviennent plus fortes. Je pense que ce serait la même chose en peinture. Alors, des critiques d'art ou des amateurs d'art peuvent avoir envie de grouper des peintres sous une école, mais eux ne verront que leurs différences. Et plus on travaille, malheureusement, plus on... Oui, enfin, même pas malheureusement d'ailleurs, plus on est seul parce que on se forge des lois qui sont absurdes, qui seraient absurdes si on les formulait. On n'ose même pas les formuler, d'ailleurs, on se les formule à soi-même. On les observe. Ces lois sont complètement folles, mais le fait de les observer nous aide à passer à l'exercice suivant. Alors, quand vous dites qu'il y a des différences énormes, il semble par exemple qu'il y en ait entre vous et Jean-Luc Godard, qui a été votre ami, et vous avez écrit ensemble, vous avez vécu l'un à côté de l'autre. Aujourd'hui, il me semble, et puis s'il ne faut pas en parler, on n'en parle pas, mais il me semble qu'il y a un vrai mur entre vous deux. Ah oui, certainement, oui. Ça n'est plus un ami, mais enfin, je ne lui veux aucun mal et son existence me gêne absolument pas. Et la vôtre ne le gêne pas non plus. Quelquefois, elle semble gêner. Ah bon. Et vous n'en direz pas plus là-dessus. Pas plus là-dessus. Que chacun suive sa pente. François Truffaut, si le dernier métro est un tournant, c'est-à-dire que vous avez déjà eu des très grands succès, La Nuit américaine a connu toutes les récompenses qu'on peut obtenir, et pas seulement La Nuit américaine, les 400 coups, vous êtes déjà un cinéaste comblé. Tout de même, on peut se demander si le dernier métro, c'est pas à nouveau un tournant dans votre carrière. À ce moment-là, vers où iriez-vous et vers où allez-vous? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Le prochain film est dans votre tête? Voulez-vous reposer après cet effort et ce succès? Non, c'est pas un métier où on aime se reposer. On aime travailler, surtout si les circonstances vous favorisent. Alors, non, il y aura des films, je ne sais pas. J'aime beaucoup travailler avec des enfants. Je n'ai fait que 3 films avec des enfants. Enfin, centrés sur l'enfance. Sur 19, c'est pas beaucoup. J'ai encore d'autres projets avec des enfants. J'ai un peu, vous savez, quand un bateau est en naufrage, la devise du capitaine, c'est les femmes et les enfants d'abord. Et moi, c'est assez ma devise aussi. Donc, il y aura des films qui répondront à cette devise, les femmes et les enfants d'abord. Oui, mais vous n'êtes pas en naufrage, bien au Donc, contraire. Des films d'amour. Non, mais dès qu'on tourne, un film est un peu en danger. Vous savez, on a l'impression que on se dit, mais enfin, il y a un mois, c'était une chose positive, et maintenant, on a l'impression qu'il faut redresser la barre. Il y a un côté redresser la barre. Dans un tournage, il y a des moments extrêmement angoissants parce que ça va tellement vite. Au début, c'est épouvantable. Le premier jour, tout le monde est crispé, et puis on sait qu'on est en train de tourner de la pellicule qui finalement ne sera pas dans le film, sera au panier. Ça arrive presque à chaque fois. Et puis, avant d'arriver au milieu du tournage, on dit mais comment se peut-il que ce tournage soit si long? Et dès que le milieu est dépassé, ça va à toute vitesse. Et puis, finalement, on se quitte dans une grande tristesse, une grande nostalgie. Angoisse au début du tournage, tristesse et nostalgie à la fin. Mais aujourd'hui, pour ce qui concerne le dernier métro... Oui, d'abord, où est le plaisir? Il est quand même au milieu. Le plaisir est mêlé à cette anxiété et tout ça. Je suis sûr que François Périer parlerait de ça mieux que moi. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Mais je veux vous remercier, moi, parce que c'est la seule fois de ma vie où j'ai vu une histoire d'amour d'une femme avec 2 hommes, et avant que ça finisse, je me suis dit, c'est pas possible. Il faut qu'elle les garde tous les deux. Et vous êtes arrivé à réaliser ce prodige, et je vous en félicite et je vous en remercie. je crois, François Truffaut, à 13h59, qu'après un tel hommage de la part de François Périer, on peut s'arrêter là. Moi, vous ayez une déclaration supplémentaire à faire. Non, pas de déclaration solennelle. Bon, merci beaucoup. La vie continue. Merci beaucoup. En tous les cas, la vie continue. Elle va plus loin que les minuit, au bout desquels on devait rentrer chez soi le soir à Paris pendant l'occupation et pendant ce dernier métro que vous avez si bien décrit, si bien illustré. Nous retrouvons donc François Truffaut. C'est un bonheur et un privilège, puisqu'il ne s'est pas beaucoup exprimé récemment, à propos de la sortie de Fenêtre sur cour, Rear Window, un film, François, qui date exactement d'il y a 30 ans. Il est de 54. 30 ans après, Rear Window, Fenêtre sur cour, avec James Stewart et Grace Kelly, dont, dans votre remarquable livre Hitchcock-Truffaut, dont l'édition définitive vient de sortir chez Ramsay, vous dites, avec Hitchcock, c'est d'ailleurs lui qui vous le dit, vous dites, François Truffaut, que c'est votre film pratiquement favori, par rapport à l'œuvre d'Hitchcock, c'est celui que vous préférez, et Hitchcock réagit tout de suite en vous disant « Ah oui, parce que c'est un film où tout mon amour du cinéma, je crois, est dedans, c'est un film de pur cinéma. » Oui, il voulait dire aussi que le film justifiait sa théorie, qui est que un film doit
impliquer le spectateur, que l'histoire doit être racontée d'une façon subjective, en sorte que le spectateur s'identifie le plus complètement possible au personnage. Là, l'identification, elle est presque parfaite, puisque James Stewart est un reporter, photographe, qui est handicapé. Au cours d'un de ses reportages, il a eu la jambe cassée, donc il est cloué sur une chaise chez lui, en plein été, la fenêtre ouverte, et il peut voir tout ce qui se passe dans sa cour. Il découvre le monde, là, et donc nous pouvons nous identifier à lui parce que c'est plus facile de nous identifier premièrement à une vedette, à quelqu'un qui est connu comme sympathique, c'est le cas de James Stewart, et à quelqu'un qui est handicapé. C'est fou comme on s'identifie beaucoup plus, de même que le public adulte, par exemple, dans certains cas, s'identifiera plus facilement à un enfant, même qu'à un autre adulte. Mais enfin, on s'identifie beaucoup à la notion de quelqu'un d'handicapé. Voilà, parce fragile, oui. On peut se mettre à sa place, on imagine. Voilà, l'imagination marche mieux. Bon, et aussi, pourquoi Hitchcock était content de ce film, pourquoi il l'appelait du pur cinéma, c'est parce que il n'avait pas oublié une chose que les historiens du cinéma nous racontent souvent dans leur histoire du cinéma, qui est l'expérience de Kuleshov, où Kuleshov avait dit l'expression sur le visage d'un acteur n'a pas d'importance, parce que ce qui est important, c'est le plan qui vient après et le plan qui vient avant. Autrement dit, si on prenait le même plan d'un acteur, je ne sais plus si c'était Mojoukine, l'acteur russe, enfin n'importe quel acteur russe, on prenait un plan neutre, et puis après ce plan de visage, on montrait une assiette appétissante, eh bien, on revenait au gros plan de l'acteur et il nous semblait lire sur son visage l'appétit. Si au contraire, on mettait une jeune femme en maillot de bain, en contre-champ du regard du même plan de l'acteur, on avait une impression aigriarde ou de désir. C'est ce que voulait prouver Hitchcock, et c'est vrai que tout le film le prouve, puisque nous avons sur l'écran 400 ou 500 plans de regard de James Stewart, et en face, des actions très différentes les unes des autres. Et comme il demandait toujours aux acteurs de jouer peu, parce que c'était son storyboard, c'était son découpage, c'était sa conception du film qui faisait naître les sentiments. Donc il demandait aux acteurs de n'exprimer pas grand-chose. Il disait un bon acteur, c'est celui qui ne fait rien, mais qui le fait très bien. Oui, il disait aussi beaucoup de choses sur les acteurs, on aura l'occasion d'en reparler. Donc cette cour, c'est celle d'un immeuble dans le village, Greenwich Village, c'est-à-dire le quartier des artistes de New York, et à travers sa fenêtre, James Stewart, handicapé, voit les vies diverses des habitants des divers étages de son immeuble. Et en fait, et c'est là aussi où le film est fascinant, c'est qu'il voit toutes les composantes de la comédie humaine, et toutes les composantes de la solitude et du manque d'amour, ou des problèmes du couple. Oui, c'est-à-dire que James Stewart a lui-même un problème de couple. En tant que reporter depuis des années, il est habitué au célibat, et bien que intéressé par les belles jeunes femmes. Et là, quand l'histoire commence, on sent qu'il a une aventure avec une jeune femme, je crois qu'elle est mannequin, je ne me souviens plus quel est son métier, et qui est jouée par Grace Kelly. Et on sent très bien que le premier point d'interrogation du film va être: James Stewart va-t-il accepter d'épouser Grace Kelly, qui, à cette liaison comme ça, furtive, préférerait le mariage? Et alors ça, c'est le premier point d'interrogation. Mais il est évident que James Stewart, ce qu'il voit de l'autre côté de la cour, ce sont des choses qui, d'une manière ou d'une autre, sont en relation avec le mariage. Il voit la solitude d'une femme qui boit un petit coup, elle boit un peu trop, justement parce qu'elle est seule. Il voit une jeune femme qui a des ambitions artistiques et qui s'exerce à faire la gymnastique, je crois dans sa cuisine ou je ne sais quoi, et après qui des hommes courent parce qu'elle donne une impression de facilité. Et il voit un compositeur, il voit, enfin voilà, différents. Et puis il voit un monsieur aux cheveux blancs, épais, interprété par Raymond Burr, je crois, qui depuis a interprété des grands rôles à la télévision américaine. L'homme de fer. Et ce monsieur a un comportement, au début, apparemment normal, mais peu à peu, par les
fameuse petite touche hitchcockienne, un comportement insolite. Bah oui, parce que du jour au lendemain, on ne voit plus sa femme et on se demande où est passée sa femme. Et James Stewart devine, je crois, le premier, que quelque chose est arrivé à cette femme. Quelque chose de fatal. Oui, quelque chose de fatal, voilà, oui, oui. Et donc, de sa fenêtre, paralysé malgré tout, Oui. et il mène une sorte d'enquête d'une certaine façon, et il se sert aussi de Grace Kelly, sa petite amie, oui. qui elle peut se déplacer pour Oui. qu'elle aille plus loin dans l'enquête. Voilà, l'enquête Si progresse. bien qu'en grâce à- fait, elle commence à être en danger. Oui. Et la notion 1 de mystère, 2 de danger intervient très vite, parce que comme Ouais. toujours chez Hitchcock, je crois, le moindre plan peut, par un petit vacillement de caméra ou un détail, ou simplement rester un peu plus longtemps sur Oui. une image que Oui. le montage habituel, peut faire basculer dans l'interrogation. Oui, oui, c'est un modèle de scénario. C'est un scénario vraiment absolument, oui, oui, d'une très grande perfection. Nous retrouvons donc François Truffaut à propos de la sortie de Fenêtre sur cour, Rear Window. Vous dites que c'est votre film favori. Pourquoi? Enfin, votre film favori dans la filmographie d'Hitchcock. À cause de tout cela? Oui, parce que la forme est parfaite. Il y a toujours, vous savez, on trouve toujours à chipoter malheureusement. Et moi, dans tous les films, enfin même des films que j'ai vus 10, 12 fois, il y a toujours un ou deux moments que je refuse, par exemple, ou que ma mémoire refuse d'enregistrer. Parce que tout d'un coup, on était resté longtemps dans un lieu clos, et puis on m'a emmené dehors. Et dehors, il y a eu des nuages, de la poussière ou du soleil, et ma mémoire a refusé d'enregistrer cette scène parce qu'elle ne ressemblait pas au reste du film. On n'a rien de tel dans Rear Window. Dans Rear Window, on a une unité visuelle plastique formidable, parce que comme dans The Rope aussi, le film La Corde, l'histoire nous montre d'abord ce que c'est que la nuit dans cette cour de Greenwich Village, après ce qu'est la journée. Donc on a une unité, même avec le ciel, avec les cadrages. On ne voit jamais, par exemple, un endroit de la cour d'un autre angle que pourrait le voir James Stewart. Alors évidemment, il a sa chance en tant que photographe d'avoir des appareils. Il a évidemment une paire de jumelles, mais enfin, il a aussi des appareils à long foyer, des zooms, des choses qui justifient les gros plans Oui, dans bien l'histoire. Ça, c'est intelligent. Enfin, ça a déterminé probablement le choix du métier de James Stewart. Mais il n'y a pas de tricherie et on ne sort pas de la cour. Et je pense que ça, c'est déjà une très grande sagesse de la part d'Hitchcock, d'avoir senti qui nous capturerait mieux s'il nous laissait dans cet endroit clos. Donc ça fait partie, il a d'ailleurs plusieurs films qui sont dans des endroits clos. Il a aussi Lifeboat qui est entièrement sur un canot de sauvetage, et La Corde qui est entièrement dans un appartement. La Corde qui fait partie de ces 5 films qu'on ressort cette année. Oui, La Corde se passe entièrement dans un appartement de Manhattan et en continuité de temps. Alors je crois que ces films-là, ils ont déjà évidemment une perfection visuelle, formelle, qui est un plaisir évidemment, qui est un plaisir intellectuel et qui nous aide. Il n'y a aucune raison d'être déçu, donc on est là assez haletant. Au fond, on est davantage pris parce qu'on est... moi, je crois toujours que la fausse idée du cinéma, c'est la diversité, c'est-à-dire c'est de croire, on intéressera, on a cru ça au début du cinéma, on a cru qu'on intéresserait davantage les gens si on alternait des scènes d'amour, des poursuites de chevaux, des découvertes de paysages superbes, c'est-à-dire on a cru que l'attrait, c'était la variété. Oui. Et moi, j'ai toujours pensé qu'au contraire, le plaisir, c'est la concentration. Donc j'ai une grande admiration pour les cinéastes de la concentration, c'est-à-dire ceux qui savent qu'en nous maintenant dans un endroit avec une histoire poignante, nous serons davantage pris du début à la fin et que nous ne serons jamais distraits de l'histoire. Et c'est là, je crois, que Hitchcock est très fort. Ce que vous venez de dire, François Truffaut, nous touche d'autant plus qu'on a vu très récemment à la télévision Le Dernier Métro, qui est selon moi votre plus beau film, et qui a eu d'ailleurs un succès considérable. Et dans Le Dernier Métro, vous avez essayé d'appliquer cette théorie, car vous sortez très peu du théâtre. Je sors très peu du théâtre dans le Dernier Métro. Je n'ai pas montré de scène de jour. Je crois que je ne montre jamais le ciel non plus. Pratiquement pas de scène de rue. Et effectivement, c'était un film de concentration, oui, comme Adèle aussi, l'histoire d'Adèle, qui est au fond l'histoire d'un gros plan. C'était le visage d'une femme amoureuse, et pratiquement, j'ai même pas montré son partenaire, sauf 2 ou 3 fois. Nous retrouvons François Truffaut, le metteur en scène bien sûr, mais surtout le Hitchcock fan et le Hitchcock-phile, le connaisseur d'Hitchcock, qui est l'auteur de ce merveilleux livre d'entretien avec ce metteur en scène, que Ramsay republie cette année dans une édition définitive, et François Truffaut qui a très gentiment accepté de venir à RTL Cinéma pour nous parler de Rear Window, Fenêtre sur cour,
qui est donc celui des 5 films d'Hitchcock que l'on ressort cette année, après avoir été, pour des raisons, je crois, purement juridiques, non, ces films ont été écartés de la circulation. Ah, surtout celui-ci, parce que parmi les 5, par exemple, les 4 autres circulaient aux États-Unis. Vertigo, qui viendra après, qui s'appelle en français Sueur froide, passait chaque année sur CBS ou NBC, enfin sur une chaîne américaine importante de télévision. Mais dans le cas de Rear Window, il se passait une chose vraiment spéciale, absolument incompréhensible, avec les héritiers de l'auteur de la nouvelle, qui est William Irish. William Irish, qui était un auteur de séries noires, de séries blêmes très intéressant. Dont vous avez adapté La mariée était en noir. C'est ça, et qui est mort il y a une dizaine d'années. Ouais. Il y avait un problème, semble-t-il, avec ses héritiers, que au moment de faire Fenêtre sur cour, les agents d'Hitchcock n'auraient pas bien formulé la notion d'achat de droit, parce qu'il s'agit au départ de Fenêtre sur cour d'une petite histoire d'une dizaine de pages, qui met en scène d'ailleurs un sculpteur qui, de sa fenêtre, assiste à un meurtre. Et là, Hitchcock n'a vraiment gardé que l'idée. Je considère que Fenêtre sur cour, on peut le regarder comme un scénario original, tellement il est Hitchcockien. Mais enfin, il a retenu l'idée de quelqu'un qui, de sa fenêtre, handicapé, ne pouvant pas bouger, ne pouvant pas aller dans la rue, va assister à un meurtre. Et il y a une chose très curieuse dans mon livre, justement, quand Hitchcock raconte la nouvelle d'Irish, il parle d'une chose qu'il croit être dans le livre et qu'en réalité il invente. Il dit, comme c'est un sculpteur, à un moment, pour se défendre, il se sert d'un buste de Beethoven. Oui, il le met devant la fenêtre. Oui, et on tire sur le buste de Beethoven. Et on tire sur le buste de Beethoven. Et alors, l'idée est très séduisante et tout ça. Et un jour, j'ai eu la curiosité de lire la nouvelle de William Irish et je me suis aperçu que cette scène n'existait pas. Mais Hitchcock n'avait pas menti sciemment. Il était de bonne foi. Quand il me l'a raconté, il devait croire très sincèrement que cette scène était dans le livre. Ce qui veut dire que même quand il lit, pendant qu'il est en train de lire, il est déjà en train de faire son adaptation. Donc, la première fois qu'il avait lu la short story, l'histoire de 10 pages, il s'était dit, bon, si on faisait un film avec ça, bon, bah, évidemment, il faudrait se servir du buste de Beethoven pour que la balle arrive sur le buste de Beethoven. Et très sincèrement, il avait pensé que c'était dans le livre. J'observe une chose, François Truffaut, c'est qu'au moment où vous nous parliez d'Hitchcock racontant cette histoire, vous en parlez au présent. Vous dites, il dit, il fait, comme si oui. en fait il était encore vivant devant vous. Oui. Quand on voit des films d'Hitchcock, on n'a pas l'impression d'assister à une rétrospective. Voilà, il n'y a pas besoin de se mettre dans un parfum de nostalgie, vous voyez, parce que le film Fenêtre sur cour, le film L'homme qui en savait trop, eh bien, ils tiennent le coup, moi je trouve, complètement en face de n'importe quel film d'aujourd'hui. Ce sont des films qui peuvent réellement être en compétition avec le cinéma d'aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de vieillissement de ces films-là. On a parlé tout à l'heure, François Truffaut, dans une de vos premières interventions à ce micro, du rapport qu'Hitchcock a avec les acteurs. Il faut peut-être faire un sort définitif à cette fameuse phrase qu'il aurait prononcée, selon quoi les acteurs devaient être traités comme du bétail. Est-ce que d'abord, c'est la phrase exacte, et ensuite, est-ce que c'était pas simplement une façon sardonique, parce qu'il avait beaucoup d'ironie et d'humour chaque fois qu'il s'exprimait, de dire en fait qu'il les mettait à leur place et pas ailleurs, qu'il fallait pas non plus en faire des choses trop importantes. Oui, je crois que c'est une déclaration qu'il a faite à ses tout débuts de son arrivée en Amérique, parce que le succès de ses films anglais, justement, comme Une femme disparaît, Les 39 marches, ont attiré l'attention des producteurs américains, comme le premier d'entre eux, David Selznick, à l'époque, qui avait produit Autant l'emporte le vent, et qui a décidé de faire venir Hitchcock à Hollywood. Donc Hitchcock est arrivé à Hollywood à la veille, juste un peu avant la guerre, en 1939, et il a dû dire ça dans une de ses interviews, les acteurs sont du bétail. Alors après, quand on lui reprochait, il avait l'habitude, dans les soirées publiques ou les soirées qui étaient organisées en son honneur, en disant « Je n'ai jamais dit que les acteurs étaient du bétail, j'ai dit qu'ils devraient être traités comme du bétail. » Et puis voilà, et certains acteurs le prenaient bien, d'autres le prenaient mal. En général, les acteurs qui tournaient avec Hitchcock l'aimaient, c'est très net. En revanche, vous insistez beaucoup, et vous avez tout à fait raison, dans votre livre, pour dire que c'était un cinéaste de l'anxiété, parce qu'il était lui-même un artiste anxieux. Oui. Et vous dites d'ailleurs c'était un névrosé. Oui. C'est-à-dire que Hitchcock s'est aperçu très tôt, vous le racontez très bien, et vous le mettez même dans la voix, je crois, d'un témoin qu'il a connu à l'époque. C'était un petit garçon déjà rond et gros et laid, Oui. et qui dans la cour de l'école se mettait contre le mur et regardait les autres enfants jouer et se protégeait déjà, c'est bien cela. Oui, c'est ça. Hitchcock n'a jamais accepté son physique.
il s'est toujours vu presque comme un monstre, même pas seulement un monstre physique d'ailleurs, même sur le plan moral, parce qu'il a toujours eu l'impression que le bon côté de sa vie, étant donné qu'il a fait un couple très uni avec sa femme Alma, qu'il a épousée quand elle était script girl et que lui était apprenti metteur en scène, alors il a toujours pensé que la part angélique, l'ange, c'était Alma et que le diable, c'était lui. Donc il s'est vu d'une façon, oui, un petit peu masochiste et dépréciative à son propre égard. Et il a un peu comme on le voit dans l'œuvre d'un écrivain comme Henry James, c'est un peu, le sous-titre pourrait être l'amour interdit. Enfin, c'est quelqu'un qui a vu l'amour comme une chose très belle, puisque ces scènes d'amour dans ces films sont belles. Ces actrices sont souvent magnifiques aussi, mais il y a quelque chose de corrompu derrière tout ça et quelque chose d'interdit. Alors, je crois que c'était effectivement un homme névrosé et que l'artiste, d'ailleurs, travaille avec ses névroses. Vous connaissez bien sûr l'existence de ce livre de Donald Spoto, qui n'est pas encore paru en France, qui s'appelle aux États-Unis The Dark Side of Genius, le côté sombre du génie, et qui essaie d'analyser Hitchcock, alors de façon, en allant encore beaucoup plus loin que vous, en essayant simplement de disséquer et de décrire tous les comportements anormaux d'Hitchcock, enfin normaux entre guillemets. Toutes les méchancetés qu'il a fait aux uns ou aux autres. Non, je crois quand même que c'est exagéré, même si les faits en général sont exacts. Mais de toutes les façons, ces bouquins sont presque forcés d'apparaître à partir de l'instant où Hitchcock prend et a pris la dimension qu'il a prise. Bien sûr, bien sûr. De même qu'il y a eu beaucoup de livres sur Cecil B. DeMille, il y aura beaucoup de livres sur Hitchcock et quelquefois d'ailleurs, enfin à travers les souvenirs d'acteurs. Déjà, il a fait travailler tellement d'acteurs. Ces acteurs, un jour ou l'autre, publient leurs souvenirs et le chapitre qu'il consacre à Hitchcock est toujours passionnant. On verra après, Fenêtre sur cour, il y aura L'homme qui en savait trop, qui est interprété par Doris Day, qui était une grande chanteuse et une actrice très intéressante américaine. Doris Day, dans ses mémoires, raconte à quel point elle a été terrorisée pendant le tournage de L'homme qui en savait trop, parce qu'elle avait peur de déplaire à Hitchcock ou de ne pas être à la hauteur, parce qu'elle avait l'impression confuse de remplacer Grace Kelly, parce qu'on sait très bien aussi qu'elles ont été ses actrices favorites. Donc quand il avait Ingrid Bergman, Grace Kelly, tout allait bien, parce qu'il avait une actrice qu'il avait non pas découverte, mais qu'il avait utilisée assez tôt dans sa carrière et dont il avait obtenu des bons résultats. Alors quand il n'avait pas ces actrices-là, les actrices étaient complexées, elles avaient l'impression d'être là en remplacement et elles en souffraient. Et puis probablement, c'est vrai que quelquefois, il devait pouvoir être un peu cinglant ou un peu blessant parce qu'il avait beaucoup d'humour, un humour anglais, quelquefois peut-être éventuellement perfide. Mais enfin, je crois quand même que des tournages d'Hitchcock, on peut retenir surtout une certaine jovialité, une très grande sûreté de lui, du travail, donc jamais d'affolement, jamais de panique, et une bonne ambiance, sauf peut-être les 2 derniers films. Oui, c'est ça, et on peut peut-être terminer là-dessus. Cet objet d'artiste, cet objet d'art plutôt, dont vous parliez en définissant chaque film d'Hitchcock, c'était son perfectionnisme. Et ce perfectionnisme, on le sent très bien dans Fenêtre sur cour, c'est pour ça que ce film vous intéresse, nous intéresse tous autant, et on peut se demander effectivement si ça n'a pas disparu avec lui et avec quelques autres grands du cinéma. Ce qui disparaît, évidemment, c'est chaque fois qu'un cinéaste qui a pratiqué le cinéma muet disparaît, c'est triste. C'est très triste parce que le cinéma muet a été une façon de s'exprimer visuellement. Et on le voit bien, c'est le seul point commun entre les films de John Ford et ceux d'Hitchcock, ou entre ceux de Hawks et ceux de Dreyer, c'est que ce sont des gens qui ont fait du cinéma muet, donc qui sont entraînés à affronter des situations extrêmement difficiles et à les résoudre visuellement par des gags, des blagues, enfin tout ce côté improvisation éventuelle. Or, tout ça a disparu à partir du parlant, donc on a une autre race de cinéastes. Mais encore qu'aujourd'hui, je pense qu'une très grande partie du cinéma est influencée par Hitchcock, quelquefois involontairement d'ailleurs, je pense au cinéma publicitaire. Le cinéma publicitaire, il est Hitchcockien parce qu'il est d'abord dans sa recherche d'efficacité, de simplification visuelle, d'universalité, etc. Jamais un plan gratuit. Parce jamais que un c'est plan gratuit. certainement On n'a pas l'homme le qui temps avait ni l'argent de faire un plan gratuit. Voilà, ce mot qui est tellement à la mode aujourd'hui de communication, eh bien, je pense je ne sais pas si Hitchcock le prononçait, mais c'est évident que tout Hitchcock allait vers ça. C'était comment faire comprendre à toute la salle au même moment que ceci, que cela. Nous avons dans L'homme qui en savait trop, vers la fin du film, une scène où le coup de cymbale dans un orchestre sera déterminant. Mais il sait qu'une grande partie du public
ne sait pas ce que sont des cymbales et qu'on va être amené à en parler dans le dialogue plusieurs fois avant cette grande scène du concert, afin que le public suive bien le suspense. Donc, au début du film, avant même que le générique commence, il montre le cymbaliste, le joueur de cymbales, en train de s'entraîner. Il donne un coup de cymbale très fort et sur l'écran s'inscrivent ces mots: un coup de cymbale peut bouleverser la vie d'une famille américaine. C'est-à-dire qu'ayant écrit le mot sur l'écran, ayant montré l'objet, il sait que toute la salle pourra comprendre le déroulement du film qui va venir après. Et c'est vrai que comme exemple de communication, comme vous dites, c'est admirable, voilà. Mais aussi comme exemple et on va finir là-dessus si vous voulez bien, d'amour et de respect du public. Un immense respect du public, oui, oui. Et la peur du malentendu. L'idée, il ne faut pas qu'il y ait malentendu. Il ne faut pas que deux personnes comprennent une chose différente, vous voyez. Moi, je trouve que la communication, elle commence déjà, on peut la juger sur les gens quand ils écrivent une enveloppe. Vous avez ceux qui font attention à la lisibilité du nom, vous avez ceux qui font attention au code postal, et puis vous avez ceux qui n'y pensent absolument pas, qui ont leur écriture habituelle et qui pensent que la poste se débrouillera, je ne sais pas. On le voit là déjà, la façon. Oui, moi je pense que c'est ce qui singularise le plus les gens aujourd'hui. C'est ça, c'est leur approche envers ces problèmes-là, puisqu'on est dans une société vraiment où c'est très important de communiquer. François Truffaut, vous avez merveilleusement communiqué avec nous, et je vous remercie beaucoup, d'autant plus que je sais que vous avez été un petit peu souffrant récemment, et que c'est peut-être la première fois depuis un moment que vous exprimez devant un micro. Oui, j'étais même bien souffrant, mais enfin je me suis consolé en me disant que j'ai subi une opération du cerveau, et je me suis dit à un moment que la critique de cinéma, parce que souvent quand on fait ce métier, on s'en prend à la critique de cinéma, mais je me suis dit finalement, la critique de cinéma a eu 20 ans d'avance sur la médecine officielle, puisque lorsque j'avais sorti mon deuxième film tiré sur le pianiste il y a 20 ans, certains critiques s'étaient interrogés sur le fonctionnement de mon cerveau. Alors donc, voilà. Alors là, maintenant que j'ai été opéré du cerveau, je pourrais peut-être faire des films qui leur conviendront mieux. François Truffaut, les auditeurs d'RTL, ils sont très nombreux et ils sont des cinéphiles et ils vous aiment donc parce qu'on aime votre cinéma, je vous le dis en toute simplicité. Ils sont rassurés depuis très longtemps sur votre fonctionnement et j'espère que vous allez très vite reprendre le chemin des studios. Merci encore de votre présence ici. Merci beaucoup, Philippe.